cette base-là. Ben, le jeu vidéo fait un peu ça, c'est-à-dire que les modèles identificatoires, ça va être les personnages. Comme c'est nous qui allons les animer, on va se prendre pour eux ou être eux, physiquement. Et en fait, si on a des bonnes gratifications, si c'est intéressant pour nous, etc., alors on va reprendre à l'intérieur de nous et on va considérer que voilà, ça peut devenir faire partie de notre identité. Mais avec des choses beaucoup plus, si vous voulez, des choses complexes. Par exemple, si vous voulez, dans le jeu vidéo, vous avez quelque chose en plus qui est la malléabilité. C'est-à-dire que vous pouvez transformer l'objet, ce qu'on appelle l'avatar, c'est l'objet, le lieu, en fait, où vous allez habiter, vous pouvez, des fois, le modifier. C'est là où on a une différence entre les jeux vidéo où vous avez, si vous voulez, comment dire, vous avez un objet fixe, un modèle identificateur, je prends par exemple dans Metal Gear Solid, ou dans des jeux comme Mario, bah, vous pouvez pas y toucher, quoi. Voilà, il a une personnalité. Tomb Raider, Lara Croft, elle a une personnalité, bon bah voilà, c'est elle. À la limite, ce que font les enfants, c'est qu'après ils se disent, je suis Lara Croft, je suis Mario. Et il y a d'autres jeux, comme les jeux de rôle, où en fait vous créez votre personnage, vous pouvez le modifier, et dans ce cas-là, quand vous le reprenez sur vous, ça va être différent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire « moi je suis lui, vraiment ». C'est-à-dire, ça m'enrichit. Et ça m'enrichit à partir du moment où c'est partagé par les autres. Je vous donne un exemple d'un joueur, par exemple, qui a créé un personnage, qui a eu du succès avec ce personnage-là, et résultat, c'est ce qu'on appelle le pseudo ou le nom d'avatar. En fait, il va utiliser le nom de son avatar pour son identité personnelle en ligne. Oui. Parce que là, du coup, on n'a pas des risques, quelque part, pour se faire l'immédiat, de transfert de choses réelles vers de l'imaginaire, de l'imaginaire réel, où est la limite, quand on se sert d'avatar fictionnel dans finalement un personnage qui est réel. Enfin, il y a une différence à faire entre la confusion et les transferts ou ce qu'on appelle la symbolisation. La confusion, ça veut dire ne pas faire la différence entre les deux, ça veut dire prendre l'un pour l'autre, ça veut dire considérer qu'ils sont équivalents, et dans ce cas-là, ce que ça crée généralement, c'est plus de l'angoisse en fait. Il n'y a pas beaucoup de plaisir dans ces moments-là, c'est plus de l'angoisse, parce qu'en fait, ça veut dire que ce qui se passe à l'écran, ça peut vous sauter au visage directement, que ce qu'il y a derrière l'écran, c'est un espace à habiter véritablement, enfin bref. Et l'imaginaire là, l'imaginaire au sens un peu psychanalytique, c'est-à-dire le monde interne va pouvoir vous déborder, quoi, tout simplement. Alors que quand c'est un transfert ou une symbolisation, c'est plus maîtrisé déjà. C'est-à-dire c'est vous qui décidez quelque part affectivement de le faire. Et c'est généralement basé sur du plaisir, sur du narcissisme. Quand le narcissisme, ça vous apporte quelque chose, et surtout du partage. Du partage, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre pour le voir. Que ce soit vos copains, que ce soit voilà, votre famille, que ce soit la société. On peut parler de la question de l'institutionnalisation du jeu vidéo, c'est-à-dire en tant que sport électronique, montre bien que ça peut avoir une valeur quand c'est partagé. Ça devient autre chose. Les gens ne jouent pas de la même manière. Pour rebondir sur cette valeur de partage qui a l'air centrale dans l'utilisation du jeu vidéo, Nicolas, comment en bibliothèque on se retrouve sur ces valeurs de partage dans un lieu qui à l'extérieur peut avoir l'air très individuel, avec des usages individuels? C'est vrai que le jeu vidéo, souvent on imagine, l'image fantasmée, je dirais que les non-joueurs du joueur de jeu vidéo, c'est souvent ces personnes qui jouent frénétiquement sur sa manette de jeu, qui n'a plus de contact avec le monde extérieur en quelque sorte, qui est enfermé dans sa bulle. Et en fait, quand nous en bibliothèque on le voit, quand les enfants commencent à jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur des consoles mobiles, donc les DS ou les 3DS, ou sur Wii, ou même sur tablette, ils s'enferment jamais vraiment dans leur bulle. C'est-à-dire comprendre pour la Wii, excuse-moi de te couper, mais par exemple pour les DS, c'est des choses qui sont assez personnelles. Oui, et justement, ils sont motivés aussi pour montrer qu'ils sont capables de réussir une aventure, de réussir à manipuler un personnage et un jeu. Et comme il y a d'autres enfants qui gravitent autour, en fait,
il y a une espèce d'échange qui se crée et souvent les joueurs qui sont autour, qui regardent l'enfant jouer, vont vouloir l'aider à progresser dans une zone dans laquelle le joueur n'arrive pas à passer. Et inversement, le joueur qui ne va pas y arriver va demander à son camarade de l'aider à ce moment-là à passer un niveau parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il a essayé plusieurs fois. Et donc il y a toujours une espèce d'échange, même sur des jeux beaucoup plus répétitifs. Souvent ça va être de la compétition qui va se créer. C'est-à-dire plutôt que de passer une demi-heure à refaire les mêmes actions encore et encore, tout seul derrière leur écran, ils vont le faire en s'opposant à leurs copains qui sont à côté et qui, à tour de rôle, voilà, ils vont faire une partie chacun pour essayer d'avoir le plus grand score. J'aimerais réagir là-dessus. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose d'extrêmement important ce que vous venez de souligner, parce que ça montre bien, si vous voulez aussi, le double statut du jeu vidéo. Pareil, je vais vous donner un exemple. En Chine, dans la terminologie, c'est pas tant jeu vidéo que sport en fait. Eux, pour eux, c'est pas, c'est vraiment pas un jeu, enfin ni même, si on peut dire, lié à la lecture ou à l'image. Pour eux, c'est vraiment, c'est de la compétition. C'est la compétition, c'est ce genre de choses. Et dans ce que vous évoquez là, il y a la question de l'entraide et aussi la question de la performance. Par exemple, je me demandais, mais est-ce que vous avez, ça je sais pas, ça fait longtemps que moi je travaille plus avec des ados qu'avec des enfants, est-ce qu'il y a des enfants qui, en plein milieu d'un livre, vont demander du vocabulaire? Oui, quand il y a vraiment des mots qu'ils n'arrivent pas à comprendre avec ce qu'il y a autour dans l'histoire, ils vont s'arrêter pour dire ça veut dire quoi, ça Ouais. Parce que ça, c'est une des choses importantes, c'est ce que fait le dispositif. Après tout, on dit souvent les joueurs de jeux vidéo, ils sont isolés, comme ça, bloqués, des fois dans le visage figé. Mais vous regardez un lecteur, enfin, il est aussi pratiquement dans la même position en général. Alors il y a moins de tension chez un lecteur que sur un joueur de jeux vidéo. Ça peut dépendre. Mais généralement, il y a un peu moins de tension. En tout cas, qu'un joueur de Tetris. Le joueur de Tetris, on voit comment il peut être tendu. Et ce qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est que pour continuer, si vous voulez, moi j'aime bien dire ça, c'est les jeux narratifs, c'est un peu à moitié un livre, à moitié un Simon. Vous savez, le Simon, c'était le jeu où il fallait faire un code, il y avait jaune, rouge, bleu, vert. Bref, il faut faire un code pour avoir la page suivante. Un jeu vidéo d'aventure par exemple, c'est un peu ça. C'est tant que vous n'avez pas fait le bon code, c'est-à-dire en fait la bonne manipulation dans le bon timing manuel, vous n'avez pas accès à la prochaine page ou au prochain chapitre en fait. Et c'est pour ça que les joueurs veulent absolument, des fois veulent savoir la suite, et donc ils veulent passer le niveau, et c'est presque des fois embêtant de devoir manipuler adroitement la manette pour avoir la suite. Alors ils vont demander aux copains, alors ils vont aller sur internet, trouver les choses comme ça. Et je pense que c'est très très important de poser cette distinction qui n'est pas si claire que ça, hein, qu'il y a un gradient entre sport et on va dire histoire, narration, et que peut-être qu'il y a des jeux qui sont purement sportifs, et on peut se demander si ils ont leur place, est-ce qu'ils ont leur place en bibliothèque et pas en ludothèque, voire dans des clubs de sport, enfin, dans un certain sens, dans des clubs d'échecs, enfin, je veux dire, est-ce qu'on joue aux échecs dans les bibliothèques? Disons que les jeux de manipulation, ils vont développer d'autres aspects qui sont plus liés à la psychomotricité du joueur en lui-même. Un Tetris va sans doute plus favoriser l'organisation dans l'espace, et un Pac-Man va lui, au contraire, favoriser la prise de décision rapide, en quelque sorte. Ce qui est intéressant aussi dans la vidéo, pour compléter, c'est qu'il y a quand même une trame qui va se retrouver avec un début, un milieu, une fin, des péripéties au milieu, alors qu'elles peuvent être très très basiques, hein. Dans un Tetris, les péripéties, on les a vite compris.
Mais voilà, il y a des niveaux, il y a quelque part une trame avec des niveaux qui vont être de plus en plus complexes, avec voilà, il y a un déroulé, et puis à un moment il y a une fin. Et dans beaucoup de jeux vidéo, même s'il y en a maintenant qui sont infinis, et c'est encore une autre histoire. Mais c'est vrai que ça, enfin, à la petite bibliothèque Monde, en tout cas, c'est ce qu'on a observé, c'est que les enfants sont dans la même démarche qu'ils auraient avec un livre, ou qu'ils auraient avec un jeu plateau par exemple, on explique des règles, il y a quelque chose qui va se passer, et voilà, et à la fin on arrête, et puis on referme, et puis on va faire autre chose. Voilà, ça c'est déjà des mécanismes qui sont intéressants à replacer en parallèle de ce qu'on peut faire avec d'autres supports sur l'idée d'avoir une histoire. Pour rebondir sur la notion de niveau, est-ce qu'on ne peut pas finalement être trop habitué à cette récompense qu'on a? On fait quelque chose, on a une récompense, on a un niveau dessus, etc. Qu'on ne va pas avoir dans le support. Est-ce que ça ne forme pas des habitudes un peu dures à changer après? Bah oui, c'est ce qu'on appelle la gamification, ce qu'on appelle aussi qu'est-ce qui fait que les jeux vidéo captivent autant. C'est vrai qu'ils récompensent énormément en fait, les jeux vidéo. Alors, on peut se demander pourquoi. Du plaisir qu'on en tire aussi.